on fait référence à l'expérience et aux trajectoires de personnes donc, qui font partie de communautés qui sont doubles, voire triplement, voilà, et encore plus marginalisées parce qu'elles se situent au croisement de particularités, enfin, ce qu'on appelle particularités par rapport à la norme de genre, d'orientation affectivo-sexuelle, également de classe, mais voilà, vraiment mis en croisement avec leur afrodescendance et leur afropéalité. Donc mes observations et mes recherches soulignent que les schémas dits traditionnels, avec les familles nucléaires, papa, maman, enfant, ont éclaté pour laisser place à une multitude de formes de recomposition et d'agencements familiaux qui concernent de toute évidence également les personnes afrodescendantes queer. Et c'est hyper important de le noter. La lesboparentalité, la soloparentalité, la monoparentalité, tout ça sont des formes de diversification familiale qui constituent une réalité incontournable en contexte diasporique. Il est important, il est même crucial d'inclure ces représentations spécifiques relatives au champ de la famille pour ouvrir tous les possibles en termes de diversité de genre, d'orientation sexuelle, religieuse et logique afropéenne. À travers cette reconfiguration en mouvement, on doit absolument remettre en perspective les enjeux inhérents aux assignations et aux stratégies des personnes afropéennes issues des diasporas, celles qu'elles mobilisent pour se reconstruire, parce que je vous assure, il est vraiment parfois question de restructuration et reconstruction de soi. Et donc on va un petit peu analyser les narrations à l'aune des savoirs et expériences intersectionnelles. On en a déjà parlé dans le panel, donc je ne vais pas revenir dans le colloque sur ces notions, à savoir les réalités et histoires individuelles et collectives. Alors il est important de penser, d'analyser ces problématiques socio-identitaires, issues des cultures métissées, de familles plurielles, classes sociales, mises en regard avec l'afro-queerness. Donc les communautés afro-queer sont encore trop souvent sous-représentées dans nos sociétés et interstices diasporiques. En effet, donc visibiliser les structures familiales des personnes afro-queer en tant qu'expérience et modèle vient également interroger les convictions et les croyances religieuses, donc permet d'investir de nouveaux espaces de réflexion, de résilience et de dialogue. Donc il est question aussi à partir de cet échange de penser à véhiculer et à normaliser de nouveaux modèles et agencements possibles, afin d'éviter, premièrement, d'ostraciser les parcours de famille des personnes afro-queer. Et il est très important de mettre l'accent sur la multiplicité des expériences vécues, parce qu'il est question d'éviter l'écueil de l'hégémonisation des identités afro-queer qui contribuent aussi à leur silenciation et invisibilisation. Par conséquent, on doit vraiment penser les rapports de force, de classe aussi en contexte diasporique, et donc cette notion doit être envisagée de manière totalement mouvante, parce que les convictions religieuses impactent également sur leur vécu. En effet, la dimension personnelle et familiale doit être considérée dans la mesure où les enjeux considérés questionnent aussi nos croyances et nos rapports à nos foi multiples, comme ça a été évoqué. Alors notons aussi que la configuration multiple de ces familles amène à repenser l'idée selon laquelle deux parents devraient nécessairement cumuler des liens biologiques, sociaux et juridiques avec leur enfant. Les liens parentaux dans ces familles sont pensés en dehors des seuls rôles genrés. Et ça, c'est très important. Et donc, ça laisse naissance aussi à différents modèles et différentes structures et différentes appellations, maman, papou, daddy, parce que voilà, ça va se complexifier, pas se compliquer, mais se complexifier au niveau des structures familiales et parentales. Et ce qui est super intéressant aussi, c'est que ça vient questionner les attentes genrées dont on parlait aussi tout à l'heure, Madame Chini évoquait par rapport à la socialisation primaire que l'on peut vivre, qui est différenciée en fonction que l'on est catégorisé comme garçon ou fillette. Bien sûr, à travers ce croisement d'afropéanité, d'afro-queerness, on peut faire ressortir vraiment les forces de la réappropriation
des femmes et personnes pour repenser le rapport à soi et aux autres et notre manière aussi de co-construire l'afropéanité. Et aussi, ce que j'aimerais souligner, c'est que ça laisse encore place à de nombreuses explorations dans ce champ-là, que ce soit aussi par exemple sur le plan identitaire, la manière de se renommer, dont certaines de mes interviewées ont parlé. Et donc c'est vraiment une posture qui est porteuse d'éclairage aussi pour le futur, pour d'autres personnes qui ont envie de militer et de s'investir dans le champ de la recherche. Donc il faut vraiment repenser les statuts, les identifications et les assises comme en mouvement et non comme fixe, parce que c'est là qu'on vient figer et venir révéler toute une série de violences symboliques pour toutes ces personnes.